à la fin, c'est ça? Ouais, voilà. L'agroécologie en Afrique a commencé il y a quelques années, mais ces derniers mois, et surtout l'année dernière, il s'est passé un truc spécial en Afrique, c'est qu'il y a eu une réunion faite par la FAO. Vous connaissez la FAO, c'est une organisation des États-Unisienne sur l'alimentation, qui a décidé de faire enfin une réunion à Dakar sur l'agroécologie, parce qu'elle a vu qu'il y avait tellement le vent en poupe pour l'agroécologie qu'il était temps que les grandes institutions s'y mettent. Et cela aussi s'est bien passé au niveau de l'Union européenne, où il y a eu cet homme, je ne sais pas, je me rappelle plus son nom, mais qui avait décidé au niveau de l'Union européenne de venir et qui a vraiment défendu l'agroécologie au niveau de l'Union européenne. Alors la même chose s'est passée à Dakar, c'était l'année dernière, oui, c'était l'année dernière, et c'est une rencontre qui a vraiment eu, comment dirais-je, un impact important. Et suite à Dakar, il y a eu aussi une autre grande rencontre importante, toujours quelques mois après, en Gambie, où la question de l'agroécologie a été lancée. Alors, beaucoup d'entre vous, je ne sais pas si vous connaissez le continent africain, je n'ai pas de carte du continent africain, je suis désolée, j'y ai pas pensé. Mais le Sénégal et la Gambie sont sur la côte ouest de l'Afrique, et la Gambie est un tout petit pays qui se trouve à l'intérieur du Sénégal. Donc c'est vraiment deux pays mitoyens avec deux cultures pratiquement similaires. Alors on remercie bien sûr la FAO d'avoir eu l'idée de lancer cette initiative, mais on n'a pas attendu la FAO pour faire de l'agroécologie en Afrique. On sait très bien que les grandes institutions sont toujours très en retard lorsqu'un mouvement se met en place. Alors, j'aimerais vous faire une petite aparté d'abord sur le développement, parce que il y a un lien entre la dimension agricole ou l'agrochimie, l'agroécologie et la notion de développement en Afrique. Et parler de développement, je voudrais qu'on avoir ce petit instant pour parler de développement, parce que le mot développement a été inventé en Afrique par un président américain qui s'appelait Harry Truman, et qui donc lors de comment dirais-je, de la journée inaugurale après la présidence, a fait ce discours disant, et c'est là qu'il a inventé le concept des pays dits sous-développés. Alors Harry Truman disait, il nous faut lancer un nouveau programme qui soit audacieux et qui mette les avantages de notre avance scientifique et de nos progrès industriels au service de l'amélioration et de la croissance des régions sous-développées. Plus de la moitié des gens dans le monde vivent dans des conditions voisines de la misère, ils n'ont pas assez à manger, ils sont victimes de maladies, leur pauvreté constitue un handicap et une menace tant pour eux que pour les régions les plus prospères, donc l'Amérique. Alors plutôt que de voir la pauvreté comme le résultat, parce que la pauvreté c'est quoi? C'est le résultat de dynamiques historiques. Il y a eu des conflits mondiaux, il y a eu des rencontres entre l'Occident et que ce soit l'Afrique, l'Asie et même l'Amérique latine. Donc c'est le résultat de dynamiques historiques inhérentes à des relations de pouvoir très biaisées, largement fondées sur des intérêts économiques particuliers. Truman l'attribuait au fait de ne pas avoir, il attribuait la pauvreté au fait de ne pas avoir de revenus et de capacité de consommation et de production suffisante. Donc on est toujours dans un mouvement de comparaison de sociétés, dont le statut d'une société prévaut sur l'autre, et c'est entre autres la société américaine. Cette conception unidimensionnelle de la pauvreté implique qu'il n'existe qu'une solution pour l'éradiquer. Il faut augmenter la production, la consommation et la croissance économique, évaluée en PNB, en transférant la science et la technologie occidentale et en créant le besoin de biens de consommation occidentaux dans ces pays-là, puisqu'ils sont arriérés, n'est-ce pas,
Ok. Ouais. Alors, donc, grâce au développement, donc, le Sud allait, bien sûr, rattraper le Nord en s'intégrant au marché, puisque c'est ce que l'on veut et qu'on continue à vouloir actuellement, hein, s'intégrer à cette hyper-mondialisation, les peuples sous-développés étant considérés comme incapables de définir leurs propres intérêts, besoins et solutions. On croyait et continue à croire que le meilleur moyen d'assurer leur progrès économique et social est de recourir à des experts, donc des gens hyper blindés, hein, du développement, parce qu'il y a des experts du développement, dotés d'expérience et de connaissances qui les aident à cerner leurs besoins. Alors, la petite blague qu'on dit en Afrique, alors c'est un expert en développement qu'on appelle, et on lui dit, tu travailles? Oui, moi je suis à l'intérieur des pays, mais là on a tellement travaillé que je me repose à l'ombre des arachides. Alors, pour vous dire que les arachides, c'est pas un arbre. Hein? C'est une petite plante comme ça. Voilà, allez, on continue. Voilà. Alors, l'origine du rattrapage, comme étant un synonyme de progrès matériel et économique, par la création, l'intégration et l'expansion des marchés, a servi de prétexte à des politiques économiques colonialistes et a été au cœur du processus historique de modernisation. Et plus récemment, ce même objectif a servi d'argument central pour intensifier la libéralisation et la mondialisation du commerce agricole. Donc, parce que tenir ce commerce agricole est donc fondamental, vu que le continent africain est un vaste continent, très peu peuplé. Je me rappelle plus le nom, mais il est très peu peuplé et qu'il y a vraiment de quoi faire, non seulement des ressources, mais de la place. Hein. Voilà. Donc ainsi, les productions qui vont se mettre en place vont aller passer donc surtout sur le plan agricole, d'une dimension locale à une dimension internationale, d'une agriculture écologique à une agriculture agrochimique. Les denrées locales allaient être substituées pour le bien-être des besoins occidentaux. Le riz serait cultivé a été et est cultivé à la place du mil, du sorgho, l'arachide, le coton, le cacao, le café et surtout certaines denrées dont on n'a rien à faire en Afrique, hein, le café, le cacao. L'Africain a toujours produit ça, mais ça n'a jamais fait partie de sa façon de manger. Hein. Non, c'est un truc complètement récent. Hein. Café, cacao, ça n'a rien fait. Le café, le cacao allaient prendre l'avantage donc sur les besoins locaux. L'huile de palme. Si, il y a quand même l'huile de palme. Si au village, on utilise l'huile de palme. Oui, sauf que maintenant c'est tellement intensif que ça. Ah bah oui, ça c'est clair. Hein. Mais c'était dans une production minimale, on allait dire. Intrants et autres pesticides faisant leur entrée, l'agriculture traditionnelle africaine allait petit à petit se modifier sous couvert de politiques de développement. Ouais. Aujourd'hui, comme partout ailleurs dans le monde, le secteur agricole africain est en souffrance. Les multinationales ont grand dos, avec le soutien, bien sûr, des présidences africaines. Hein, parce que quand même, tu ne rentres pas dans la maison si on ne te laisse pas la porte ouverte. Oui. Voilà. Hein. La perte des terres arabes, terres cultivables, touche donc les populations pauvres à 74%. Donc 42% sont considérés très pauvres et 32% moyennement pauvres. Hein. Les populations sont plus sensibles au phénomène, et surtout les populations rurales, parce qu'elles habitent majoritairement dans des zones arides qui sont sujettes à la désertification. Donc là, nous parlons plutôt, étant donné que nous parlons du Sénégal, dans des pays qui sont en zone sahélienne. Hein. C'est bon de le spécifier. Ces zones comptent plus du tiers de la population mondiale, soit 35%, ce qui correspond à 2 milliards d'êtres humains. Et de ce nombre, 90% habitent dans des pays en voie de développement. Parmi tous les continents, l'Afrique est le plus fragile. Les terres arides couvrent une grande partie de sa superficie, comme je viens de vous le dire. Une autre raison que le continent a, c'est qu'il y a des pénuries de précipitations qui actuellement sont de plus en plus comment dirais-je extrêmes et les questions donc sont de plus en plus sensibles. Alors vraiment, on peut passer facilement d'une année à une autre vous dites cette année, ok, il n'y a pas eu beaucoup de pluie, on attend, et puis, donc
moi j'habite dans le sud du Sénégal, dans une région, la Casamance, qui est une région où il y a de l'eau. Ok. Mais lorsqu'on est, je suis sur Dakar, qui est dans le nord du Sénégal, quand il n'y a pas de pluie, c'est grave, quoi. Quand on a de l'eau en Casamance, on a de l'eau, la nappe phréatique est à 5 ou 10 mètres. Dans le nord du Sénégal, il y a certains endroits, et il faut creuser jusqu'à 60, 40, 50, 60, 70 mètres avant d'avoir de l'eau. Donc quand il n'y a pas plu dans ces zones arides et désertiques, ça, oui, vraiment ça morfle. Hein, ça morfle grave. Hein. Donc en 2011, la désertification touchait 45% des terres et ce chiffre pourrait grimper à 66% en 2025 parce qu'il faut savoir que le taux de désertification avance malgré le fait que nous ayons des présidents mais vraiment géniaux, quoi, mais qui font rien du tout. On a parlé de ceinture verte, on a parlé de tout, de blablabla, mais jusqu'à présent, l'Afrique n'étant pas au niveau des politiques dans réellement une unité africaine, parce qu'il faudrait que l'ensemble des pays africains sahéliens décident une bonne fois pour toutes que cette Union africaine existe pour pouvoir construire cette ceinture verte, parce que si nous construisons cette ceinture verte, vraiment nous pouvons endiguer et bloquer le désert. Hein? Voilà. Cependant, bien sûr, la roue tourne, hein, et comme je le disais, les actions de terrain en matière d'agroécologie sont de plus en plus nombreuses. En Afrique, donc, cette agroécologie, que ça soit en Afrique de l'Est comme en Afrique de l'Ouest, ce sont vraiment des mouvements qui ont pris cette démarche en main, et c'est des mouvements de la société civile. Hein. En Afrique de l'Est, nous avons PELOM pour l'Est et l'Australie, hein, qui mettent en avant la souveraineté alimentaire, la biodiversité, la défense des semences locales et les pratiques de conservation du sol. En Afrique de l'Ouest, il y a plusieurs organisations qui existent, que ce soit l'UAVS qui se trouve au Mali. Alors au Mali, l'UAVS CAPRO7, hein, c'est au niveau des semences locales, avec vraiment un gros spot, CAPRO7, qui vraiment fait de la semence locale avec l'aide de Terre et Humanisme. Hein. Heidemer, Avapas sont plus au niveau du Burkina Faso. L'APAD est au niveau du Togo, du Burkina Faso. Béonéré est au niveau du Niger. L'AREJ, qui est l'action réelle sur l'environnement, l'enfance et la jeunesse, est au Togo. Et il y a, on va dire en 2011, avec d'autres personnes, je créais la Fédération agroécologique du Bénin, avec la présence de l'aîné Pierre Abic. Il y a eu un moment, comment dirais-je, un peu de retrait durant 1 an et demi. Et là, la Fédération agroécologique du Bénin avance grave avec stages, rencontres. Elle est, comment dirais-je, elle a à sa tête un homme qui est président du syndicat paysan du Bénin. Et vraiment, c'est une structure qui fonctionne et qui avance bien maintenant. Le mouvement agroécologique donc en Afrique, comme je vais dire, est en marche, mais bien sûr, il inspire de plus en plus de personnes, les acteurs de terrain, les organisations paysannes, les associations, les acteurs de la société civile. Et alors, pour ce faire, la manière dont il travaille, il s'inspire donc des connaissances locales, et d'autre part, ils acquièrent les techniques, comment dirais-je, avec le soutien d'organisations internationales ou de personnes qui viennent pour cet échange, que ce soit pour la fumure organique, le paillage, le compost, les produits phytosanitaires, les cultures en cuvette, la plantation d'arbres, parce qu'il faut se dire que l'Afrique a quand même, dans son essence, perdu beaucoup de connaissances. Ok? Lorsqu'on va vers les anciens, il est très très difficile de se dire il y a un potentiel qui est là et qu'on va pouvoir le récolter. Il existe, c'est vrai, mais il n'y a pas,
chacun, on s'échange, de dire, toi tu sais ça, oui, il y a un ancien qui m'a dit ça. J'ai pas encore vu réellement, entre guillemets, une Bible qui contiendrait toutes ces connaissances-là. Et comme les anciens partent, et ben ça part. Ok? Mais sur le terrain, je vois quand je suis partie au Burkina Faso, eh bien, c'était quand même des hommes qui avaient déjà 79 ans, qui avaient été formés par l'aîné Pierre Rabhi, et donc qui pouvaient encore passer comment dirais-je, transmettre. Mais la jeune génération là, je suis pas tellement certaine que cette transmission se fasse réellement au quotidien. En tous les cas, moi qui suis en Casamance là au quotidien, je vois chaque jour, je suis obligée de dire, je parlerai plus tard de ma petite association, bon, quel jour on se déplace pour aller récolter ce que l'on peut récolter comme information avec les aînés. Oui. Pourquoi il n'y a pas la transition entre les très anciens et les jeunes? Alors, il y a eu et continue à avoir une grande exode rural. On quitte le village, qu'est-ce qui reste au village? Enfin, même si maintenant, il y a de plus en plus, il y a une démarche de revenir au village, les hommes, les vieux, les femmes et les enfants, la jeunesse vaillante bouge. Oui, c'est pareil ici. Voilà, c'est ça la problématique. Et d'une part, et d'autre part, toute la période de la colonisation, et lorsque l'on, comment dirais-je, donc, et par rapport à la terre, a fait que l'apport d'intrants chimiques, de pesticides, a simplement mis ses connaissances de côté. Ben oui, puisque voilà, on en avait plus besoin. Oui, puisqu'il fallait produire intensément. Hein? Toutes les guerres aussi, enfin toutes les guerres civiles qu'il y a pu avoir. Oui, sans compter cela. Ça quand même pas mal de personnes qui aimaient savoir. Oui. Il y a beaucoup de phénomènes, en tous les cas, entre, comment dirais-je, je veux dire, depuis 500 ans, je veux dire, il s'est succédé sur le continent africain historiquement depuis la traite négrière, le partage de l'Afrique, la colonisation, les fausses indépendances et la mondialisation. C'est suffisamment d'histoires successives pour aussi faire taire, pour mettre de côté des connaissances endogènes, parce que qu'est-ce que fait l'humain en général quand il est touché? Il va d'abord se protéger, fuir, abandonner, etc. C'est d'abord humain, c'est d'abord vital. Hein? Voilà. Alors, je vais cependant vous parler de quand même, il y a cependant quelques structures, puisque l'agroécologie, je l'ai dit au début, marche en Afrique, hein, et si je dois parler d'un pays comme le Sénégal, on a cette structure qui s'appelle ENDA, qui est une structure de développement et qui quand même depuis 30 ans, hein, œuvre au niveau de Dakar. Ça, c'est un travail que ENDA a fait. ENDA travaille avec les jardins de femmes, beaucoup avec les jardins de femmes, et a réellement, comment dirais-je, a réellement fait en sorte que la démarche agroécologique puisse s'étendre sur l'ensemble du Sénégal. Cependant, et c'est une question que je me pose aussi, c'est comment se fait-il depuis 30 ans qu'on ne soit pas plus loin en matière d'agroécologie? Alors retenez la question, on y reviendra plus tard. Donc, alors je parle d'ENDA, et ensuite je vais vous passer un tout petit film sur Jardin d'Afrique et la ferme école agroécologique de Kaïdara, qui se pose en alternative contre l'exploitation des terres et l'exode rural et la sauvegarde du patrimoine forestier le plus important. Vous allez regarder ce petit film donc de Goran Ndiaye, qui est le créateur de cette école. On y va maintenant. Peut-être arrêter le...
Alors si quelqu'un peut m'aider techniquement. Il devrait y avoir un truc là-dessus. Le volume. Oui. Vous avez le volume en bas là, je crois. Et ça là, ce gros truc là, c'est quoi? Vous le mettez peut-être directement sur l'ordi. Non, j'ai pas assez de son. J'ai pas assez de son. Il est à fond dans Tout sur est, l'ordi. tout est à fond sur l'ordi. Bon, alors vous vous rapprochez, hein. Moi j'ai fait de mon mieux. Hein. Bah oui. Ça faire plus que ça. Allez, on y va, c'est parti. Non, on n'a pas l'image encore. On n'a plus l'image entière. Comment? Non, c'est bon. L'image est revenue. Je ne pas que ce soit le jack là. Ah, si. Non, là c'est pas. Si, normalement c'est droit. Le jack, voilà, c'est ça. Ça sort du rétro. Quoi. Ah, attends, c'est peut-être pas. Peut-être une marche dessus. Ouais. Surtout Allez, on reprend dès le début. Allez, on y va. Allez, on se fait plaisir. Il aura son diplôme. Merci. On peut mettre le curseur dès le... Vas-y, fais. Remets-le au début. Tu peux agrandir. Est-ce que tu peux agrandir? C'est le stéo qui aura besoin d'un stéo. Ah bah ouais. C'est pas grave. Tu connais l'histoire des cordonniers, non? Ouais, c'est clair. On peut mettre plein écran ou pas, non? Je sais pas. Gordon Gaïj, mon nom. Je suis agroécologiste, directeur de la ferme agroécologique de Kaïdara, président de l'association panafricaine Jardin d'Afrique. Je suis installé ici depuis 2003 pour mettre en place une ferme école agroécologique et répondre aux problèmes des jeunes en milieu rural, et particulièrement l'agriculture au niveau du Sénégal. D'abord, dans un premier temps, pourquoi je suis allé dans l'agriculture? Parce que j'ai pu constater quand j'étais encore très jeune que c'était la seule voie de salut pour nous, jeunes urbains et ruraux, parce que les jeunes avaient délaissé l'agriculture. Le système agricole qu'on a hérité de la colonisation nous a menés à l'impasse. Les sols deviennent de plus en plus pauvres, les rendements de plus en plus faibles, le prix sur le marché international baisse constamment. Les jeunes sont désintéressés de l'agriculture parce qu'ils ne veulent pas devenir des paysans comme leur propre père. Et c'est une désaffection de la terre et voilà, on va de plus en plus vers la pauvreté parce qu'on ne peut pas satisfaire nos besoins alimentaires. Et pour qu'un pays se développe, il faut que son agriculture soit développée, il faut qu'il y ait une autosuffisance alimentaire. Bon, maintenant, aller vers l'agriculture, ça veut dire quoi? Ici en Afrique surtout, particulièrement au Sénégal, dans des zones sablonneuses, désertiques, complètement déshéritées, il faut reconsidérer le sol, le capital sol. Nos sols sont devenus très pauvres dû à la désertification, à la monoculture, à l'érosion éolienne et pluviale et au manque de travail des paysans parce qu'il y a aussi l'érosion du temps de travail. On travaille peu par rapport à ce qu'on veut. Et
donc il faut commencer par restaurer la fertilité des sols. Et restaurer la fertilité des sols, c'est ne pas conjuguer ni avec les engrais chimiques, ni avec les pesticides, mais replanter, reboiser, créer un microclimat favorable, développer la biodiversité et favoriser maintenant des cultures maraîchères, florales, etc. et le petit élevage. Maintenant, grâce au partenariat très intéressant et développé avec le Conseil régional de Fatick, qui nous a envoyé des jeunes qui ont bénéficié de bourses tremplin pour l'emploi qui a été mise en place par le Conseil régional de Poitou-Charentes. Ces jeunes ont bénéficié d'une formation en agroécologie. Ici à Kaïdara, ils sont une douzaine de jeunes, et garçons et femmes. Et maintenant, on a créé un réseau pour la région, un réseau d'agroécologistes pour la région de Fatick. Tous les 2 mois, on se rencontre dans le jardin d'un des membres du réseau et on essaie de voir ensemble, on travaille, on voit est-ce que les conditions agroécologiques pour la gestion de ce sol sont réalisées. Sinon, chacun apporte sa contribution pour que les choses aillent de mieux en mieux. Toujours, je dis vive la coopération décentralisée parce que j'ai connu Accueil Paysan aussi grâce à la coopération qu'il y a entre Poitou-Charentes, la région de Poitou-Charentes et la région de Fatick. Et la région de Fatick m'a convié à participer, à m'intéresser à Accueil Paysan international. Donc je les ai rencontrés, on a discuté et j'ai trouvé qu'on partage les mêmes objectifs, nous avons tous le même but. C'est développer une agriculture paysanne, permettre aux paysans d'avoir des revenus supplémentaires avec l'écotourisme. Et tout en essayant de valoriser le plus possible les produits locaux, produits sur place. Voilà, donc moi j'ai découvert en pratiquant un peu pendant quelques mois que j'ai adhéré, toute l'importance qu'il y a avec Accueil Paysan parce que tous les produits que nous donnons à nos visiteurs viennent de la ferme, que ce soit la viande, que ce soit les fruits, les légumes, tout ça vient de la ferme. Et les élèves, les gens sont beaucoup plus motivés parce qu'ils savent qu'il y a une clientèle encore supplémentaire par rapport à toute la production. Et l'échange qu'il y a entre les accueillants et les accueillis, parce que généralement on reçoit des agriculteurs comme nous, ou bien des personnes avec qui nous partageons la même vision par rapport à l'état de la planète, par rapport à toutes les actions que tout un chacun doit faire pour préserver cette planète qui est gravement menacée. Et c'est très grave. Et ça nous permet de nous épauler mutuellement et de savoir qu'on n'est pas le seul, que dans d'autres parties du monde, dans d'autres contrées, il y a d'autres personnes qui se battent. Et ça nous donne du courage encore davantage. Donc je vous ai parlé Indapronat, de cette grosse structure qui est sur Dakar et qui depuis 30 ans œuvre surtout avec les jardins de femmes. Nous avons vu maintenant Jardin d'Afrique et la ferme la ferme agroécologique de Kaïdara avec Goran Ndiaye, qui est un homme vraiment magnifique et agréable que j'ai rencontré personnellement. Et maintenant, la prochaine structure dont je voudrais vous parler, je ne peux pas vous parler de tout, mais j'ai essayé de glaner un peu à gauche, à droite, dans des différents endroits du Sénégal, à Dakar. Kaïdara est du côté de Mbour, on va dire Mbour est à 2h30 de Dakar. Et maintenant, on va descendre carrément en Casamance avec Art Oasis, qui est une association d'origine espagnole qui travaille en partenariat avec Satan Diabang. Alors Satan Diabang est une institution qui a été créée pour les jeunes filles, au départ les jeunes filles enceintes qui étaient abandonnées par leur famille, leurs parents, afin de leur donner une instruction basique, culture, comment dirais-je, français, maths, etc., un peu plus pointu, couture, cuisine
et agriculture. Au départ, la démarche agricole était totalement agrochimique. Et puis, il y a eu la rencontre avec Art Oasis, c'est-à-dire Carlos et Miguel. Et ils ont proposé donc au directeur de Satan Diamant de dire, ben, vous avez un